Bonjour. Dans le cadre de notre MOOC Développement durable de l'École centrale de Paris, je vais vous parler de la responsabilité sociétale des entreprises, de la RSE, qui est un mouvement qui se développe dans le monde entier, permettant aux entreprises de s'engager dans le sens du développement durable. La RSE est un phénomène qui est au cœur des relations entre l'entreprise et la société, et qui a pris une ampleur ces dernières années, notamment dans les pays développés, au regard de la mondialisation. Cela pose une question toute simple. Quel est le modèle de développement que les entreprises souhaitent dans cette mondialisation? Est-ce un modèle qui va être un peu, beaucoup, pas du tout durable? C'est la question à laquelle la RSE doit aider à répondre. Je vais vous parler de la RSE en 4 parties. La première partie va consister à rappeler ce qu'est cette responsabilité sociétale des entreprises qui s'est normalisée, structurée fortement dans les 10 dernières années. Nous verrons dans une seconde partie la façon dont elle s'insère dans le management des entreprises et dont elle prend et qui permet de prendre en charge des impacts, des risques qui sont liés à l'activité des entreprises sur le plan social, environnemental, sociétal. Et puis, nous rentrerons dans la pratique de la RSE. Cette pratique, c'est tout un ensemble de méthodes de mise en œuvre, mais aussi c'est l'application d'un management global avec une norme qui s'appelle l'ISO 26000, que nous préciserons, et notamment un système de mesure qui s'appelle le reporting extra-financier. Et puis, nous verrons à la fin où nous en sommes dans cette RSE sur un plan général, quel jugement porter sur ce phénomène et en quoi il est porteur d'une dynamique de développement durable qui peut être controversée, qui peut être discutée et qui en tout cas cherche aujourd'hui ses modes de progrès. Alors, fondamentalement, c'est tout l'axe de cette réflexion que je vous propose de partager. Il faut lever des malentendus. La RSE peut apparaître pour certains comme quelque chose qui est de l'ordre de la vertu demandée à des entreprises qui seraient ici et là complices d'actions négatives. Oui, il y a cette dimension dans la RSE, mais sa dimension la plus intéressante, celle qui a le plus d'avenir, c'est celle qui dépasse cette exigence de pratiques conformes, légales et plus que légales. C'est celle que nous allons voir qui permet de prendre en compte tous ces enjeux du développement durable, qui sont les enjeux collectifs du monde d'aujourd'hui et du monde de demain, et de créer autour de ça une collaboration publique-privée pour les résoudre, de façon à ce que l'économie mondiale, faite de l'ensemble de l'action des entreprises, elle-même soit dans une logique de durabilité. Première partie, comprenons exactement ce que veut dire ce mouvement de la RSE qui s'est développé depuis une vingtaine d'années avec une histoire plus ancienne du point de vue de la réflexion économique et du point de vue de la réflexion même philosophique en termes de rapport entre le monde économique et la société. Il se trouve que la RSE a surtout pris forme dans les années 70-80, au moment où la question écologique s'est portée très très fortement, en souvenir la conférence de Rio 1992, et où on a demandé aux entreprises de cesser des actions qui étaient devenues choquantes en termes d'accidents, d'utilisation de produits toxiques, voire de comportements de corruption ou d'intervention publique. Et face à cette critique politique, à cette critique économique, sociale des entreprises, c'est aussi ajouter une critique sur le modèle de développement occidental. Et c'est tout autour du mouvement du Club de Rome, des limites de la croissance, qu'on a recherché d'autres modes de développement. Et donc, les entreprises ont été entraînées dans cette réflexion. Ça, c'est une première partie de la genèse de l'idée des RSE. La deuxième, ça a consisté à essayer
trouver un mode de management moins quantitatif, qui ne se contente pas d'être dans la logique classique du marketing qui augmente les ventes, mais qui aussi prend en compte ce qu'on va appeler, ce qui est un concept fondateur, la maîtrise des impacts. Et c'est tout le rôle tout l'intérêt de la norme ISO 26000 que d'avoir construit une réflexion managériale autour de la maîtrise des impacts. Et puis, après, la RSE a profité d'un troisième mouvement, c'est de dire mais ceci ne peut pas se faire seul. Ça n'est pas que l'entreprise dans son coin qui peut améliorer son management. C'est fait avec les parties prenantes, c'est-à-dire ces publics qui sont ses partenaires normaux, les salariés, mais aussi les riverains, mais aussi les publics experts, mais aussi les publics académiques, et bien sûr ses investisseurs, et bien sûr ses partenaires collectifs, locaux, etc. Donc, comment collaborer avec ces acteurs-là pour définir un projet qui est un projet commun, qui n'est pas le projet d'une seule catégorie, en général les actionnaires. Donc, la RSE, elle est le produit de cette critique. D'abord, elle est le produit de ce nouveau management, elle est le produit de cette nouvelle relation partie prenante. Donc elle s'inscrit dans une recherche de solutions à la problématique du développement durable, dans la modification d'un management qui est trop gaspilleur et dans la volonté d'une autre gouvernance de l'entreprise. Ce sont ces mouvements-là qui ont amené la RSE à devenir un courant porteur intéressant dans l'innovation des années 80-90 en contre-coup de politique qui était par trop financière ou par trop court-termiste, avec des excès dénoncés par la société. Alors, ce mouvement fait son chemin, on va le voir à la fin, il est plutôt en tendance dynamique, même si il reste minoritaire dans le monde, et si la loi du marché est quand même l'essentiel de ce qui sert de cadre à l'activité économique. Le mouvement a pu s'appuyer grâce aux organisations internationales, grâce aux ONG, aussi sur une formalisation et sur des cadres qui ont donné une structure, qui ont donné un contenu précis à la RSE. Alors, c'est essentiellement, on va les voir, des cadres internationaux portés par les organisations internationales, les Nations Unies, qui ont été à l'origine du Global Compact, pacte mondial, comme on dit en français, qui amène les entreprises à respecter 10 grands principes environnementaux, sociaux, de respect des droits humains, de lutte contre la corruption, mais aussi la reprise des conventions sociales de l'OIT, mais aussi l'application des principes définis au sein de la zone OCDE en matière de code de conduite responsable par les entreprises multinationales, et également la norme ISO 26000. L'Union européenne, qui a attendu que ce mouvement mûrisse, néanmoins, vers les années 2010-2011, après avoir édicté des recommandations générales, a précisé ce qu'est la RSE, et elle a fait faire une avancée au sujet en indiquant que la RSE devait être une maîtrise des impacts des entreprises, mais au-delà de ça, la recherche avec les parties prenantes de progrès dans la relation avec la société. C'est en ce sens que on a quitté le terrain simplement défensif de la RSE, de ce qu'on appelle la compliance, c'est faire ce qui doit être fait, dont la loi et le respect des règles qu'on appelle de soft law, mais en même temps rechercher à améliorer les impacts de l'entreprise dans la société. Aujourd'hui, pas mal de questions se posent autour de cette RSE telle que je viens de rappeler sa genèse. D'abord, il n'y a pas de consensus idéologique sur le sujet. Aux États-Unis, on parlera beaucoup de philanthrocapitalisme, un mécénat très élargi. Je produis comme je le souhaite, mais quand j'ai réussi, je restitue de l'argent. D'autres considèrent, en Europe, que c'est un modèle qui doit remettre en cause les modes de production et de consommation. Par ailleurs, autre débat, est-ce que la RSE est un coût ou est-ce qu'elle rapporte? Est-ce qu'elle est un coût pour l'entreprise? Oui, dans certains cas, en termes de mise en norme, mais elle lui rapportera aussi,
au vu des réactions des investisseurs, des consommateurs, des partenaires qui vont peut-être préférer les entreprises responsables. Et d'autre part, il peut y avoir aussi une protection en termes, on va dire, de crise évitée. C'est un bénéfice notable. Par ailleurs, est-ce que c'est un mouvement qui concerne toutes les entreprises ou celles qui le veulent uniquement? C'est tout le débat autour du côté volontaire. Et pour l'instant, on est dans une approche volontaire de l'entreprise, même si les pouvoirs publics ou les ONG souhaiteraient que les entreprises soient de plus en plus nombreuses. Enfin, est-ce que l'État doit aller plus loin et mettre un cadre incitatif, un cadre d'évaluation, un cadre qui soit de contrôle à la RSE? C'est une des grandes questions qui est débattue. La réponse aujourd'hui est celle qui consiste à dire il faut que ce mouvement reste un mouvement volontaire à l'initiative des entreprises qui ont compris qu'ils devaient s'engager pour aller dans le sens du développement durable de manière volontaire, mais au-delà de ça, c'est un mouvement que l'on veut développer et renforcer par des incitations et un cadre public, nous le verrons à la fin. Deuxième partie, maintenant, voir ce qu'apporte d'original, d'intéressant la RSE dans les pratiques de management, avant de rentrer tout à l'heure dans la pratique du management de la RSE. La RSE est une innovation dans la relation entre l'entreprise et la société pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de prise de conscience des enjeux actuels qui sont ceux du système économique, mais aussi du système politique, système social dans lequel évolue l'entreprise. Ce mot d'enjeu, ce mot d'impact est central. C'est à travers l'analyse de ces impacts, c'est-à-dire des effets qui peuvent être positifs, mais qui sont aussi négatifs qu'une entreprise qui prélève des ressources rares, qui a des comportements sociaux qui ne sont pas forcément acceptables, qui peut avoir des pratiques avec des fournisseurs qui sont elles-mêmes discutables, ou qui ne contribuent pas au développement local autant que les populations le souhaiteraient, etc. Donc c'est autour de ces notions-là que l'entreprise doit travailler pour faire en sorte qu'elle puisse améliorer ce rapport à la société et éviter les conflits et éviter les éléments qui vont empêcher le développement économique, notamment de manière durable. On voit bien là qu'on est dans une prise de conscience tout à fait nouvelle d'un point de vue historique. Le développement industriel depuis 150 ans s'est fait de manière continue par prélèvement, s'est fait par croissance interne des entreprises et pas par une relation construite avec les entreprises, mais plutôt subie par les entreprises, qui a donné notamment des lois et des contraintes importantes pour cadrer le développement économique. Cette innovation dans la relation qui se veut plus positive, elle ne va pas de soi. La vraie question qui se pose à l'entrepreneur, c'est est-ce mon affaire de s'occuper de l'environnement, du social, du local? Ou est-ce que c'est pas à l'État de le faire et à moi d'appliquer la loi? Non, c'est ça l'apport intéressant de la RSE, c'est oui, la façon dont le contexte est géré du fait de mes impacts est aussi ma responsabilité. Simplement, c'est une responsabilité que l'entreprise ne peut pas assumer forcément seule, qu'elle ne sait pas forcément assumer, parce que ce sont des questions qui sortent de son champ de compétences, et donc il va falloir inventer un mode d'intervention. On voit bien que on est à travers cette prise de conscience des enjeux et des impacts dans une nouvelle façon de poser l'équation de croissance de l'entreprise. Alors, il y a trois types d'entreprises concernées. Il y a les très grandes, mondiales, qui ont des impacts très forts. Ensuite, vous avez les entreprises qui peuvent être moins disséminées sur la planète, mais qui, par leur activité minière, chimique, agricole, ont des impacts forts. Et puis, vous avez des entreprises qui sont plutôt en phase de subir, des fournisseurs, des entreprises qui ont des sujets de RSE, mais dont l'activité principale n'est pas
en général liés à des impacts forts. Alors, sur ces points-là, l'effort que le chef d'entreprise devra faire est particulièrement important puisqu'il lui faudra comprendre en quoi il est concerné, non pas pour redistribuer uniquement, mais pour modifier effectivement la façon dont il conçoit sa chaîne de production, dont il conçoit ses produits, dont il les promeut, la façon dont il intègre l'ensemble de ses acteurs, de ses salariés, mais aussi de ses fournisseurs, mais aussi de ses partenaires, dans une préoccupation qui va rejoindre le développement durable, sachant que sa rémunération n'est pas évidente à travers cette façon nouvelle de procéder et qu'il peut en voir les coûts a priori et pas forcément les résultats a posteriori. On est bien là dans une difficulté d'approche du monde économique, pour le monde économique, de la relation globale, de l'équation de la croissance. Et donc, pour le faire, la solution que propose la RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes qui va permettre de poser ces enjeux, de les prioriser, de les hiérarchiser et de les traiter dans une relation de collaboration qui va être une relation plus ou moins contractuelle, mais qui va permettre de résoudre au lieu de subir des difficultés liées aux enjeux et aux impacts de l'entreprise. Pour ça, on établit des cartes de matérialité qui sont des analyses des enjeux vus par les parties prenantes et des enjeux économiques vus par l'entreprise, et on va pouvoir s'attaquer aux sujets qui comptent, aux sujets qui ont le plus d'importance. Et puis, on va prendre en compte les grands référentiels que j'ai évoqués, les référentiels du Global Compact, les référentiels de l'ISO 26000, les principes directeurs de l'OCDE qui vont cadrer la liste des enjeux et par rapport auxquels on va se fixer les choses. Et puis, on va écouter aussi ce que disent les parties prenantes qui posent un certain nombre de sujets. Par exemple, les parties prenantes financières qui aujourd'hui demandent une analyse sur les risques de l'entreprise extrêmement précise et qui veulent savoir comment l'entreprise couvre ces risques. C'est du reste le monde financier qui est aujourd'hui le plus pressant à l'égard de l'entreprise pour lui dire est-ce que vous faites bien de la responsabilité pour ne pas avoir à subir des risques qui rendraient votre modèle moins rentable, voire qui le mettraient en danger. Alors, la RSE, de ce point de vue-là, elle est, pour certains, vue comme un coût, mais elle va évidemment développer derrière ce qu'on appelle une license to operate. Elle va développer des formes de préférence avec ses partenaires. Elle va avoir des effets d'économie en termes de lutte contre le gaspillage. Elle va avoir des retombées positives. Et donc, c'est cette balance entre les efforts à faire et les retombées positives qui est intéressante en termes d'équation économique. On voit que, donc, à travers cette pratique nouvelle, entre la loi qui oblige tout le monde à faire la même chose et le marché qui laisse faire chacun comme il souhaite, il s'invente un nouvel espace avec les parties prenantes, qui est un espace de responsabilité et qui est un espace où l'entreprise va se créer avec ses parties prenantes une relation positive qui sera considérée comme porteuse de durabilité, donc intéressante pour tout le monde et donc à terme intéressante bien sûr pour le succès de l'entreprise. Voilà en quoi la RSE apporte une innovation dans cette relation à l'écosystème de l'entreprise qu'on va non pas prendre de manière négative, subir, mais comme une façon positive de l'améliorer. On utilise souvent cette phrase, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. C'est toute une chaîne de pratiques managériales qui est impliquée pour arriver non pas à dire qu'on fait de la RSE, mais véritablement à prouver qu'on en fait. Alors, la première réflexion qui va se poser découle de ce que nous avons vu, c'est la compréhension de ces impacts, de ces enjeux. Et donc, on va passer pour cela par un travail d'analyse documenté, un travail d'analyse sur soi, pour connaître d'une manière scientifique
techniques. En termes environnementaux, ce que l'on fait et ce que l'on en sait du point de vue des conséquences, également du point de vue social, également du point de vue de la relation avec la société. Mais la meilleure façon de procéder à ce diagnostic, c'est celui qui consiste à écouter ses partenaires. Et donc, la relation avec les parties prenantes, elle est le point de départ, elle est centrale. Elle nécessite néanmoins un exercice objectif. Il faut écouter, accepter, prendre en compte, et à partir de cette écoute d'acteurs qui peuvent être des acteurs très critiques, qui peuvent être des acteurs très proches, mais qui peuvent être des acteurs aussi désintéressés ou intéressés, on va recueillir une vision qui est celle de la façon dont on est vu, dont on est perçu. Et connaissant mieux les différentes approches de l'entreprise en termes de ce qu'on appelle les externalités, donc les effets qu'elle a sur la société, on va pouvoir croiser ceci avec les exigences des grands référentiels de responsabilité qui ont été mis en place, que nous avons vus. Donc la chaîne de progression du management de la RSE, il se fonde sur l'analyse des enjeux, des impacts, sur les engagements. C'est oui, je souhaite traiter ces questions-là. Et ça, c'est un acte positif de la part des dirigeants. S'il n'existe pas, il n'y aura pas de management de la RSE. Et ça va permettre ensuite de passer à l'étape de la mesure, que nous allons voir plus en détail. Ce qu'on appelle aussi le reporting, c'est la phase où je compte la façon dont je suis plus ou moins efficace, plus ou moins performant en termes environnemental, social et sociétal. Moyennant quoi, partant de cette situation mesurée, voire comparée, quand on le peut, au sein de son secteur ou avec d'autres entreprises, on va pouvoir développer un management de progrès, c'est-à-dire choisir dans les axes de matérialité les plus importants, les plus impliquants, on va pouvoir développer des actions, des chantiers par voie d'expérimentation, par voie de recherche, par voie d'innovation surtout, qui vont permettre de faire en sorte que son système de production, son mode de marketing, son mode de distribution, son mode de relation, aucune fonction n'y échappe, nous le verrons, sera plus durable après qu'avant. Et c'est cette amélioration de la durabilité de l'entreprise dans l'ensemble de son process qui va la rendre beaucoup plus acceptable vis-à-vis de ses parties prenantes et qui va permettre de collaborer sur des progrès avec la société. C'est ça, le cycle de management, c'est rentrer dans un processus d'amélioration qui va être collaboratif à la fin. Donc, premier acte, celui qui impacte la gouvernance, qui dit où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que sont mes impacts, et deuxième acte, c'est celui avec les parties prenantes de l'objectivation de ces enjeux perçus pour pouvoir bien passer à la phase de la mesure. Alors, une fois que ces actes d'engagement, ces actes de prise de conscience, d'analyse ont eu lieu, l'entreprise va pouvoir, à travers les différents outils dont on dispose aujourd'hui, procéder ensuite à son reporting. Pour procéder à ce reporting, il y a des méthodologies, là aussi, qui existent, qui sont des principes directeurs, ceux qui ont été proposés au niveau mondial aujourd'hui par la Global Reporting Initiative, la GRI, qui font consensus et qui vont jusqu'à proposer des indicateurs et qui sont repris par certains textes qui existent en Europe, en France, qu'on appelle les textes de reporting extra-financier, ou par les investisseurs, de façon à pouvoir mettre des chiffres sur des périmètres larges qui correspondent à des vraies indications quantitatives d'une année à l'autre au regard des phénomènes que l'on aura dans sa matérialité identifiés comme importants à mesurer. Ces éléments de mesure vont permettre ensuite de décomposer l'impact de l'entreprise sur toute la chaîne de valeur.
Qu'en est-il de mes achats, de mes relations avec mes fournisseurs? Qu'en est-il des matières que j'utilise, donc de mon processus de conception, de mon éco-conception? Qu'en est-il de mon mode de marketing et de publicité? Qu'en est-il de mon action institutionnelle, de mon rapport aux élus? Qu'en est-il de ma gestion financière? Qu'en est-il de ma gestion sociale, du recrutement, du traitement des difficultés sociales qui peuvent exister, de l'action que je vais mener vis-à-vis de minorités, vis-à-vis de populations fragiles, de la lutte contre la discrimination, tous ces grands sujets posés par les référentiels et qui sont les enjeux du développement durable, et puis comment je vais collaborer dans mon secteur pour améliorer aussi les pratiques générales, de façon à ce que je ne sois pas seul à vouloir corriger les problématiques de durabilité. On voit bien que l'on a sur l'ensemble de la chaîne de l'entreprise des actions à mener, et c'est parce que on les aura pris en compte dès le départ, parce qu'on les aura mesurés, que l'on pourra établir des dialogues concrets et opérationnels avec l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, et donc que l'on pourra développer une politique partagée au travers d'un comité de développement durable ou de RSE qui va organiser la politique, la suivre, la dynamiser et en rendre compte ensuite, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Pour résumer ce management, nous avons plusieurs outils à notre disposition. L'outil principal, c'est l'impulsion que doit donner la gouvernance, c'est-à-dire le fait que les administrateurs se posent autour des éléments d'information qui leur sont donnés pour dire « voilà la feuille de route ». Deuxième élément, le reporting que nous avons évoqué et qui va faire le point de la marche, du tableau de performance de l'entreprise sur tous les indicateurs de durabilité qu'elle aura identifiés. L'avis des parties prenantes, au point de départ de l'analyse. Ensuite, la carte de matérialité qui permet de hiérarchiser ces enjeux et de suivre les enjeux actuels, les enjeux futurs, les enjeux du secteur par pays ou au global. Et puis, les chantiers d'innovation qui sont les actions de fond lourdes qui vont être menées pour corriger les opérations de l'entreprise et faire en sorte qu'elle se dirige sur un chemin de plus en plus durable tel qu'elle va pouvoir l'établir. Voilà l'ensemble des pratiques de management qui sont à prendre en compte et qui appellent une boîte à outils de plus en plus sophistiquée, de mieux en mieux maîtrisée, mais qui s'inscrit dans une vision et qui s'inscrit dans une volonté de performance du modèle durable de l'entreprise. Une norme qui est en fait un outil de définition et de cadrage de la responsabilité sociétale des organisations qui a été négocié et adopté dans le cadre de l'ISO, qui est un cadre de normalisation internationale et qui a posé les bons modes de management de la RSE. Il n'y a malheureusement pas de mode de certification de l'ISO 26000 ni de système de management, mais le premier travail de normalisation est assez précis. Il dit quoi? Premier principe, il faut dire ce qu'on fait, où on en est, rendre compte. 2, quand on agit en transparence en matière de RSE. L'entreprise ne définit pas seule ce qu'elle veut faire. Elle le fait en disant ce qu'elle fait. 3, elle a des comportements en termes de relations d'affaires qu'on va qualifier d'éthique. Elle respecte la loi et elle respecte des modes de fonctionnement avec ses partenaires. 4, elle a des principes d'écoute et de collaboration avec ses parties prenantes. 5, elle fait en sorte d'appliquer toutes les règles du jeu qui sont celles des pays dans lesquels elle agit. Ensuite, elle prend en compte les normes internationales qui sont les grands principes du développement durable. Et enfin, elle accorde une importance particulière aux droits humains qui sont posés comme un principe supérieur au business aujourd'hui, à l'activité économique, comme un enjeu fondamental. Alors, ces principes de l'ISO ont donné lieu ensuite au traitement de 7 grands sujets qui doivent être pris en compte par l'entreprise dans son management responsable. Avoir une gouvernance en termes de RSE.
s'intéresser à l'application des droits de l'homme, avoir des conditions de travail qui sont respectueuses des grands principes de l'OIT et des principes et des lois existantes, avoir un respect de son environnement et donc des prélèvements sur la nature. 5, des bonnes pratiques en termes de relations économiques, donc lutte contre la corruption essentiellement, paiement de ses fournisseurs. Une protection du consommateur, c'est un point essentiel en termes de sécurité et en termes de loyauté. Et puis, 7e principe, faire en sorte de contribuer au développement local par la formation, par les achats locaux, par la fiscalité. Ce sont là des rappels importants qui ont permis de faire en sorte que derrière, ensuite, se déploient dans chacun de ces domaines des modes d'application qui sont des évolutions par rapport aux pratiques actuelles et qui sont des exigences supérieures à ce qui peut se faire dans un modèle très classique de développement économique. Voilà ce qu'est l'ISO 26000 et on peut s'en servir pour passer en revue la crédibilité de sa démarche de management telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et améliorer ainsi ses pratiques. Nous allons faire un point plus particulier sur le reporting extra-financier en tant qu'obligation demandée en France et dans d'autres pays européens aux grandes entreprises cotées et maintenant par l'Union européenne pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés, notamment les entreprises cotées, afin qu'elles rapportent dans leur rapport de gestion, donc à l'intérieur des comptes économiques, les informations concernant leurs pratiques responsables, dans le champ social, environnemental, sociétal. Alors, le cadre français est un cadre intéressant parce qu'il se veut assez large et il a été mis en place dans la loi Grenelle II, c'est le fameux article 225 de la loi Grenelle II, qui demande aux entreprises de dire ce qu'elles font pour assurer un développement plus durable et d'expliquer les grands axes de leur politique dans ces domaines. Alors, on leur demande également d'être plus précis sur certains points, sur le plan social en termes d'emploi, quelle est la progression des effectifs, en termes de protection des minorités, en termes de non-discrimination, en termes bien sûr de santé et de sécurité, sujets fondamentaux, de formation, et également pour contribuer à l'amélioration de ce qu'on va appeler les conditions de travail, les conditions sociales. Au-delà de ces informations sociales précises qui sont demandées, sur le plan environnemental, il est demandé aux entreprises de dire ce qu'elles font pour avoir une politique environnementale qui va par des modes de certification, par des modes d'études, de vérification, de normalisation, éviter de produire trop de déchets, donc où on se naît l'entreprise dans la production des déchets, dans le prélèvement des autres matières et dans la gestion des flux en matière d'eau, d'énergie, en matière d'utilisation des sols, qui sont donc les grandes ressources rares, et également ce qu'elle fait sur le plan de la protection de la biodiversité. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui prélèvent sur la biodiversité, c'est l'un des enjeux les plus aigus en termes de développement durable, et bien sûr on regarde le réchauffement climatique. La question du réchauffement climatique va devenir évidemment une des questions centrales de la responsabilité des entreprises dans les années à venir. Pour cela, il leur sera demandé d'afficher très précisément la mesure de leurs émissions de CO2 sur l'ensemble des 3 scopes qui sont aujourd'hui pris en compte et puis de voir comment elles diminuent à travers des programmes volontaires, voire des programmes de compensation. Donc, il s'est développé aujourd'hui tout un travail d'analyse de la mesure qui commence à être bien maîtrisé par beaucoup de secteurs d'activité, même s'il n'est pas facile, et qui donne lieu même à une comptabilisation en termes monétaires. Cette fonction de la mesure du carbone, elle est absolument centrale dans le reporting. Pour terminer, ce reporting va aussi s'appliquer aux informations dites sociétales, l'impact sur le territoire, également la contribution
fiscale, la contribution aux activités de développement économique et social, le rapport aux fournisseurs, le rapport aux partenaires et aux élus, et l'action en faveur des droits de l'homme, qui sont des domaines sur lesquels l'entreprise doit rendre des comptes. Voyez donc que le champ du reporting extra-financier est très important, large, et que l'entreprise devra, à l'intérieur de tout ce spectre, choisir les points sur lesquels elle est très concernée pour développer ceux des points les plus importants pour elle et montrer qu'elle est performante sur ces aspects. Voilà pour l'outil de management de la mesure qui va de plus en plus rentrer dans l'information financière, c'est ce qu'on appelle le rapport intégré, et ainsi la performance de l'entreprise va être vue de manière globale, pas simplement sur le plan économique, avec les outils classiques de la comptabilité, mais sur le plan également du développement durable, avec les outils extra-financiers. Dernière partie, où va la RSE? Est-ce que cette pratique de management va se développer? Est-ce qu'elle va changer la pratique globale du capitalisme, du développement de l'économie de marché? Quel est son avenir? Comment voit-on aujourd'hui, dans le monde actuel, l'application dans le champ des entreprises? Pour être très clair, la RSE reste un phénomène de pionniers, d'entreprises qui ont choisi de s'impliquer dans le développement durable, soit pour des raisons de compétition, apparaître comme les meilleurs dans leur domaine, au nom de leur marque, soit pour des raisons qui sont liées à leurs risques sous la pression des investisseurs, soit enfin pour des raisons d'engagement fondamental, considérant que leur pérennité passait par ces voies-là. Au-delà de ces pionniers qui s'engagent pour des raisons bien délibérées et qui sont des raisons qui leur rapportent également, le courant n'est pas aujourd'hui extrêmement important, il faut le dire. Néanmoins, les États, les ONG, les organisations internationales essaient d'impulser un courant de RSE qui va pousser à une implication sociale, environnementale, sociétale plus importante des entreprises, notamment dans les pays où ces risques sont élevés, notamment dans des zones où la gouvernance est faible. C'est tout l'enjeu de la RSE au sein du modèle de l'économie de marché qui, dans un monde de 10 milliards d'humains avec une croissance moyenne assez importante et la montée des classes moyennes des pays émergents, est une condition de bon développement économique important. Pour ça, il y a une problématique à résoudre, c'est la problématique de la simplification. La RSE reste un champ compliqué et tant que le message émis aux acteurs n'est pas très crédible, facile à mesurer et extrêmement simple à appréhender, il reste un doute sur le fait que l'entreprise est vraiment dans une posture de responsabilité et donc que le marché peut se positionner par rapport à cela. C'est une des premières difficultés, celle donc de cette visibilité, de cette appréciation simple de la RSE qui reste quand même un concept d'une part et d'autre part une promesse difficile à vérifier par le grand public et les consommateurs. L'autre point de la dynamique, c'est la volonté des entreprises d'aller plus loin et de faire plus que ce qu'elles peuvent faire au premier degré, au premier niveau, pour améliorer certaines pratiques. Et donc, d'aller plus loin dans la remise en cause de leur modèle pour faire vraiment avancer des pratiques durables. Sur ce point-là, il est clair que c'est un jeu de rapport avec la contrainte publique, avec la contrainte sociale, et que les entreprises spontanément ne remettent pas en cause leur modèle, surtout s'il rapporte et s'il est efficace. On peut donc dire qu'il y a aujourd'hui une volonté d'une partie des grandes entreprises de prendre en compte le durable, soit par intérêt, soit pour éviter un certain nombre de risques. On peut dire qu'il y a une dynamique aujourd'hui publique et sociétale pour encourager les entreprises à aller dans cette voie, mais globalement, il y a une difficulté à monter
dans le respect d'une RSE volontaire, des pratiques d'incitation, des pratiques de reconnaissance qui se cherchent et qui ne font pas partie encore vraiment des politiques publiques. Il n'y a pas, sauf exception dans des pays comme l'Inde, des vraies incitations fiscales pour récompenser les entreprises qui sont plus responsables que les autres, et il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme qui apporte des compensations à des entreprises qui font des efforts, à quelques exceptions près. Dans l'entreprise RSE doit donc rechercher sur le marché sa contrepartie pour bénéficier du retour sur investissement. C'est une des difficultés aujourd'hui. L'autre point, on terminera sur cette réflexion-là, c'est la volonté de la société civile de faire en sorte que le développement économique ne soit pas aujourd'hui un développement qui la mette en danger. Et donc, c'est la volonté de créer un management plus responsable que l'on constate, que l'on observe dans l'encadrement, que l'on constate dans les relations avec la société et qui transforme petit à petit la façon dont les acteurs veulent faire du développement économique. Il y a donc là aujourd'hui autour de la RSE une demande sociale qui est probablement l'incitation, le cadre le plus fort pour pouvoir avancer. Est-ce que ce sera suffisant par rapport au rendez-vous critique de notre planète sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan surtout environnemental aujourd'hui? Nul ne le sait. Il n'empêche que la RSE ouvre bien une voie nouvelle de collaboration entre la société et l'entreprise qui permet de construire des modèles nouveaux et qui permet de résoudre progressivement, petit à petit, dans le cadre de l'économie de marché, des enjeux collectifs qui sont des enjeux globaux. Merci, à bientôt.